d'étranges colocataires, des couples mal assortis, ou encore des liaisons dangereuses. L'infinie variété des relations animales ne cesse de nous surprendre. Des attaques perfides, des mains tendues, des coexistences pacifiques ou des alertes contre les dangers qui rôdent. L'ingéniosité de la nature est infinie. Au Sri Lanka, deux espèces très dissemblables ont noué une relation bien particulière. L'antelle d'Hanuman et le chital. Ils ont un ennemi commun, le léopard. Partout dans la forêt, on monte la garde. Au sol, mais aussi très haut dans les arbres, car le félin peut surgir de partout. La procédure est simple. En cas de menace, on sonne l'alarme. Léopard en vue. Ils ont déjoué son attaque surprise. Les chitals avaient pris trop d'avance. La collaboration entre ces deux espèces de la forêt est couronnée de succès. Les eaux du Nil. Le royaume des crocodiles du même nom. Les femelles se reposent. Chacune vient de pondre entre 16 et 80 œufs, soigneusement enterrés près d'elle sur la rive. Les reptiles ne transpirent pas. Alors de temps à autre, ils prennent un petit bain pour se rafraîchir. La couvée ne reste pas pour autant sans surveillance. Car l'ennemi rôde, comme ce varan du Nil. Pendant que le crocodile patauge dans l'eau, le varan s'approche. Mais il n'est pas passé inaperçu. Le personnel de surveillance monte la garde. Un édicnème vermiculé essaie de chasser le varan du Nil. Ce faisant, il protège la couvée du crocodile, mais aussi la sienne. Son pépiment alerte la femelle crocodile. Elle arrive rapidement à la rescousse.
Le varan du Nil n'a plus qu'à tenter sa chance ailleurs. Le crocodile pourrait ne faire qu'une bouchée de l'oiseau. Mais l'édicnème vermiculé est un dispositif d'alarme trop précieux. En retour, le petit oiseau profite de la force du crocodile qui éloigne aisément leur ennemi commun. Et le calme revient au royaume du crocodile du Nil et de l'édicnème vermiculé. Les deux couvées sont saines et sauves. Il existe sous l'eau une relation interespèce bien différente, mais tout aussi profitable pour les deux parties. Ici, d'énormes raies évoluent avec lenteur et majesté. Si elles s'attardent au-dessus de certains points du récif, ce n'est pas un hasard. Les girelles pans ont compris le message. Faisant office de poissons nettoyeurs, elles rendent un grand service aux raies en débarrassant leur peau des parasites, des algues et des écailles mortes. Ce gommage de qualité permet aux raies de rester en bonne santé et les petits poissons gagnent en échange un bon repas. Les girelles n'ont rien à craindre de ces géantes, car une station de nettoyage efficace a plus d'importance pour les raies qu'un petit en-cas. Une fois propre, la raie s'éloigne et disparaît avec lenteur et majesté dans l'immensité du récif. Sous le soleil brûlant d'Afrique, on lutte contre la chaleur. En Ouganda, dans le parc national Queen Elizabeth, les phacochères prennent leur bain de boue quotidien. La boue garde leur peau humide et fraîche. De plus, elle forme une couche de protection qui éloigne les mouches et autres petits insectes agaçants. Dans ce même parc, les mangoustes rayées quittent leur terrier encore plein de la fraîcheur de la nuit. Ce sont des animaux très sociaux. Elles élèvent leurs petits en commun, et la séance de toilette mutuelle est un moment privilégié de la journée. À présent, elles ont faim. Dans le ciel, le soleil monte, et la chaleur accablante assèche la pataugeoire des phacochères. Les mangoustes peuvent s'approcher. Pendant que les phacochères se gavent de plantes, les mangoustes fouillent le sol alentour à la recherche d'insectes. Elles paraissent toutes petites à côté des phacochères, mais leur mission n'en est pas moins importante. Les petits carnassiers s'approchent prudemment et se mettent à débarrasser les phacochères de leurs parasites. Certains endroits sont moins accessibles que d'autres. Les phacochères s'efforcent donc de faciliter la tâche de leurs petites assistantes.
Cette marque de confiance conduit les mangoustes à grimper sur les phacochères pour leur prodiguer un soin complet. Les paisibles phacochères ont toujours sur eux de quoi régaler les mangoustes. Le nettoyage symbiotique existe aussi dans les airs. Du moins, à la hauteur des girafes. Les attaques incessantes des mouches et des moustiques importunent les géantes tachetées. Les girafes essaient de se débarrasser des parasites les plus opiniâtres, comme les poux et les tiques, en se frottant contre les branches. La présence des pique-bœufs leur évite bien des contorsions. Pour les débarrasser de leurs parasites, des groupes de petits oiseaux se posent sur le dos ou sur la tête des girafes, des zèbres et des buffles. Les relations entre les pique-bœufs et ces grands mammifères sont pourtant moins harmonieuses qu'il n'y paraît. On sait aujourd'hui que les oiseaux ne se nourrissent pas seulement d'insectes, mais aussi du sang de leurs hôtes. Au bout d'un moment, les girafes en ont assez et tentent de se débarrasser des petits volatiles. Les humains aussi pratiquent la collaboration interespèces, souvent avec les animaux d'élevage. Les Dinka sont un peuple de pasteurs semi-nomades du Soudan du Sud. Ils restent généralement une dizaine d'années au même endroit avant d'aller s'installer ailleurs. Les Dinka ont allumé un feu, car la fumée repousse les mouches. Les bouses séchées des bovins sont idéales pour alimenter un foyer. Les bovins attirent des nuées de mouches. Mais ces insectes ne sont pas seulement gênants, ils peuvent aussi transmettre des agents pathogènes. Pour protéger leurs animaux, les hommes s'efforcent donc d'entretenir un feu permanent. En retour, les bovins nourrissent les Dinka et constituent leur principale source de revenus.
Dans cette relation ancestrale entre l'homme et l'animal, chacun semble trouver son intérêt. Un papillon est posé sur les fleurs rouges d'une grande pimprenelle. L'azuré des palus se nourrit du nectar de la plante, s'y reproduit et dépose délicatement ses œufs entre ses boutons floraux. À peine écloses, les petites chenilles disparaissent à l'intérieur de l'inflorescence. Pour elles, c'est buffet à volonté. Elles prennent même la couleur bordeaux de cette hôtesse si généreuse. Trois semaines plus tard, les fleurs sont flétries. La chenille est prête pour l'étape suivante. Une étape courageuse. Et surprenante. Elle se laisse tomber dans la mousse tendre au pied de la plante. Cet atterrissage en douceur n'a pas échappé aux fourmis rouges. Elles accourent, palpent la chenille et l'emportent. Est-ce la fin? Pas du tout. La chenille émet des signaux chimiques identiques à ceux d'une larve de fourmi. Une fois déposée dans la couveuse, elle dévore ses fausses congénères jusqu'à sa transformation en chrysalide. Le printemps venu, un papillon en sort et s'envole. Et le cycle recommence. Sous l'eau aussi, on trouve un excellent exemple de coopération animale. Le récif foisonne de vie. On y trouve notamment des amphiprions, les fameux poissons clowns. Ils vivent en parfaite symbiose avec les anémones de mer. Les tentacules urticants de l'anémone glissent sur la couche de mucus des petits poissons. En revanche, ils éloignent les prédateurs. En échange de leur protection, les poissons clowns nettoient les tentacules des anémones et les oxygènent en battant des nageoires. Les poissons déposent leurs œufs dans un endroit sûr, près des anémones. L'eau bien oxygénée est un environnement idéal pour leur progéniture. Au bout d'une semaine, les petits éclosent et se laissent emporter au large par le courant. Ils ne reviendront que bien plus tard vers les anémones des régions côtières. La vie dans les récifs est semée de dangers, mais survivre sur les fonds marins stériles est tout aussi difficile. Un goby monte la garde à l'entrée d'une galerie. Derrière lui, une ouvrière creuse le sable avec application. C'est une crevette pistolet, une piètre nageuse qui en plus n'y voit pas très bien. La crevette est toute à sa tâche et compte sur le goby pour la prévenir en cas de danger. Ses mouvements de queue réguliers signalent que tout va bien. En contrepartie de cette surveillance, le goby se réfugie dans la galerie avec la crevette si un ennemi approche. Quand on ne sait pas creuser, il faut se débrouiller autrement. Une coque de noix de coco est ainsi recyclée par une pieuvre imaginative. L'abri est solide et mobile à la fois. Que demander de plus ?
Le désert de Sonora, en Arizona, est un milieu hostile. Ce décor de western abrite une faune et une flore extraordinaires. Des cactus de plusieurs mètres de haut et toute une collection d'habitants à plumes. Les pics des saguaros creusent des cavités dans la chair tendre des cactus. Les plantes n'en souffrent pas. Bien au contraire, elles profitent de leurs locataires. Car les oiseaux éloignent toutes sortes d'insectes nuisibles. Les pics ne sont pas seuls. Un grand nombre d'oiseaux creusent leur nid dans ces cactus qui atteignent parfois 20 mètres de haut. Les trous n'hébergent qu'un seul nid par an, mais ils ne restent pas longtemps vides. Ils sont très appréciés des chevêches. L'entrée, quelque peu biscornue, cache une demeure spacieuse. Ce nid en hauteur, bien aéré et entouré d'une multitude d'épines, est un endroit sûr pour les toutes petites chevêches. Les parents ne pourraient rêver meilleur emplacement. La nuit, ils partent en chasse pour nourrir leur progéniture et restent absents de longues heures sans avoir à s'inquiéter. La forêt tropicale brésilienne offre un autre exemple saisissant de coopération entre la plante et l'animal. Le tronc d'un cécropia grouille de fourmis aztèques. Ces insectes agressifs font leur nid sur ces arbres, parfois même à l'intérieur. En échange de leur hospitalité, elles servent de garde du corps aux cécropias. Alerte! À peine a-t-il posé le pied sur l'arbre que le capucin subit l'attaque en règle des fourmis. Pendant que d'autres restent prudemment à distance, le capucin a fort à faire pour se débarrasser des fourmis accrochées à son pelage. Elle ne le laisse même pas savourer son larcin. Aux États-Unis, une abeille des citrouilles vole de fleurs de cucurbitacées en fleurs de cucurbitacées. Ces abeilles solitaires ne forment pas de colonie. Mais le soir, elles cherchent parfois un abri temporaire dans une fleur de courge. La journée, elles transportent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est l'une des nombreuses espèces d'abeilles sauvages qui pollinisent nos champs. Les abeilles sont si attachées aux courges qu'il leur arrive de s'accoupler dans les corolles de leurs fleurs. Et quand on a travaillé dur toute la journée, on a le droit de se reposer dans un petit coin confortable. Dans les Andes, les trompettes des anges sont déjà en fleurs. Elles attendent un visiteur bien précis. Le colibri porte-épée. Son bec, presque aussi long que le reste du corps,
est particulièrement bien adapté pour aspirer le nectar de ses fleurs. Ce grand colibri peut atteindre 22 cm et son bec 11 cm. Certains autres ne peuvent que contempler. Ce colibri dépense en vain des trésors d'énergie. Il va devoir aller chercher du nectar ailleurs. Le colibri porte-épée regarde la scène tranquillement. Il sait que ses concurrents n'ont aucune chance. La passiflore mixte pousse dans les Andes, à plus de 1700 mètres d'altitude. Elle a conclu elle aussi une sorte de contrat exclusif avec le colibri porte-épée. Toutes ces espèces de fleurs bénéficient de l'extrême spécialisation des colibris. Quand les oiseaux se glissent dans leur calice pour boire du nectar, un peu de pollen se dépose sur leur plume ventrale. Ils l'emportent ensuite sur d'autres fleurs. Comme les abeilles et d'autres insectes, les colibris sont des pollinisateurs essentiels de l'écosystème andin. Les noyers d'Amazonie dominent de leur haute stature les forêts du Brésil. Ces géants peuvent atteindre 55 mètres de haut. Et quand ils sont mûrs, leurs fruits peuvent peser 2 kilos. Leur coque est si dure qu'elle ne se brise même pas en tombant au sol. Pour la casser, il faut un véritable expert. C'est le cas de l'agouti, un gros rongeur aux allures de cochon d'Inde qui peuple les savanes et les forêts d'Amérique centrale et du Sud. L'affaire demande un peu de patience. Mais rien ne résiste aux incisives acérées et à la mâchoire puissante de l'agouti. Il parvient bientôt à ouvrir l'épaisse coque pour en savourer ses graines, entre 10 et 25 par noix. Il ne les mange pas toutes, et en enterre quelques-unes pour plus tard. Il lui arrive parfois de ne plus se souvenir de toutes ces cachettes. C'est tant mieux pour le noyer d'Amazonie, car ses graines germent et donnent de nouveaux arbres. La distraction de l'agouti lui permet de coloniser de nouvelles zones. Il est ainsi l'un des nombreux jardiniers zélés de la forêt tropicale brésilienne. Pas de pluie, pas de forêt, et pourtant de l'herbe fraîche. Le désert du Namibe semble receler des sources bien cachées. Et les éléphants sont capables de les retrouver. Depuis les falaises, on suit attentivement l'avancée des recherches et on se prépare, tranquillement.
Les éléphants se transmettent l'emplacement des points d'eau de génération en génération. Et leur odorat très développé leur permet de repérer d'infimes traces d'eau enfouies dans le sol. Le géant a trouvé le précieux liquide à environ 1 mètre de profondeur. Il n'y a plus qu'à le filtrer un peu. Bientôt, une flaque d'eau claire apparaît. Les babouins patientent encore un peu. Quand les éléphants ont enfin étanché leur soif, ils libèrent les trous d'eau pour les suivants. Ce n'est pas le seul cadeau que les éléphants laissent derrière eux. Leurs déjections contiennent des nutriments qu'ils n'ont pas pu assimiler au cours de la digestion. Un précieux complément pour d'autres animaux. Dans le désert du Namib, de nombreuses espèces profitent de la présence des éléphants. Sans eux, ce rassemblement pacifique et bigarré ne serait pas possible. À la frontière entre la Suisse et la France, on est loin de cette harmonie. Dans une prairie, au milieu des forêts d'altitude, une opéa hostile se prépare. Cette reine, fourmi rousse des bois, vient de s'accoupler. Elle est à la recherche d'un nouveau logis et sait exactement où le trouver. Elle se dirige vers un nid de fourmis des champs, installé sous une grosse pierre. Elle tourne autour de la fourmilière et croise de temps à autre ses occupantes. Elle en reste à des contacts furtifs. Il ne faut pas jeter le trouble dans la fourmilière. Mais à chaque rencontre, elle se charge un peu plus de l'odeur de l'ennemi. Au bout de quelques jours, elle s'approche enfin de la fourmilière. L'entrée n'est pas gardée. C'est le moment idéal. Ces images de l'intérieur du nid montrent comment la reine, bien plus grande, se fraye un chemin dans les galeries. Les fourmis des champs réagissent promptement à cette intrusion. Elles attaquent. Elles arrivent toujours plus nombreuses et la tirent par les pattes et par les antennes. Sa fin semble proche. Mais tout d'un coup, le calme revient. Le comportement d'une seule ouvrière suffit à mettre fin à la lutte. Elle nourrit la reine étrangère. La reine fourmi rousse des bois a atteint son but.
elle pourra pondre ses propres œufs dans le nid déjà prêt. Et personne ne remettra plus sa domination en question. Les abords du parc national de Nyungwe au Rwanda offrent un paysage verdoyant, une mosaïque de champs et de parcelles cultivées. Les paysans ne sont pas les seuls à profiter de cette terre fertile. Les Kolob Gereza vivent dans les étages supérieurs de la forêt. Un cercopithèque ascagne évolue au milieu du groupe de Kolob. Ces deux espèces de primates occupent souvent pacifiquement le même territoire. Mais cette troupe sort de l'ordinaire. Le cercopithèque n'est pas seulement un hôte, il est devenu le chef des Kolob Gereza. Depuis la canopée, les singes ont une vue plongeante sur les plantations de thé qui entourent le parc national. Pour exécuter la manœuvre qui va suivre, les singes ont besoin de courage, et même d'audace. Le cercopithèque se risque le premier. La troupe de Kolob lui emboîte le pas. Mais ce ne sont pas les feuilles de thé qui les intéressent. Leur cible, c'est le bosquet d'eucalyptus qui se trouve à l'intérieur de la plantation. À peine arrivés, ils grimpent vite dans les arbres. Sous la conduite du cercopithèque, la troupe a déniché une nouvelle source de nourriture. La baie de Magdalena se trouve sur la côte pacifique du Mexique. Les baleines grises s'y retrouvent chaque hiver pour mettre au monde leurs petits. Étonnamment, les géantes des mers ne fuient pas les hommes et semblent rechercher leur compagnie. Les femelles nagent près des bateaux et se laissent même toucher par les passagers. Même aujourd'hui, les raisons de ce comportement ne font pas l'unanimité chez les zoologues. Est-ce de la curiosité ? Ce phénomène a été observé pour la première fois dans les années 70. Les femelles sont de plus en plus nombreuses à s'approcher des bateaux, y compris avec leurs petits. Un court instant, deux mondes se rencontrent. Puis baleines et humains repartent chacun de leur côté.
Dans les contrées isolées de Corée, confiance et libre arbitre sont les maîtres mots de la relation traditionnelle entre l'autour et le fauconnier. Ils ont passé de nombreuses heures ensemble. Mais chacun vit sa propre vie et conserve son indépendance. Dans la fauconnerie coréenne, les oiseaux ne passent pas toute leur existence auprès des humains. À la façon dont l'oiseau prend son envol, le fauconnier sait s'il reviendra. Car l'autour reste un animal sauvage. Un jour, l'oiseau préférera la liberté à la compagnie des hommes. Le fauconnier et l'autour le savent. Chacun suivra son propre chemin, mais ils auront tous deux appris de leur relation mutuelle. Toutes ces formes de coopération sont une source d'émerveillement permanent. Il y a tant de choses à apprendre de l'ingéniosité infinie de la nature.